Notre escapade débute au nord du département des Ardennes, tout près de la frontière belge. Nous sommes dans la région de Charleville-Mézières, où la Meuse coule paisiblement. Très attachée à ses Ardennes natales, Marion Guyot, une étudiante en design, a lancé un blog, Chronique d'une Ardennaise. J'entendais souvent des choses négatives liées aux Ardennes, et avec le blog que j'ai créé, je veux pouvoir faire découvrir toutes les belles choses qu'il y a dans ma région. Pour commencer, notre blogueuse souhaite mettre en valeur le joyau architectural de Charleville-Mézières, la place Ducale. Une place qu'on a l'impression de reconnaître sans y avoir jamais posé les pieds. Pourquoi ? C'est ce que Marion va chercher à comprendre avec Carole Marquet-Morel, la pétulante directrice du musée de l'Ardenne. Bonjour Carole. Écoute, je suis super contente de te voir parce que je passe tous les jours sur cette place et finalement je la connais pas si bien que ça. C'est toujours comme ça, les choses les plus quotidiennes, on les traverse, on ne fait pas attention et on oublie les beautés qui nous entourent. Du coup, on va voir ça ? On y va! Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on a cette superbe place ici, en plein milieu de Charleville-Mézières ? Cette place, on la doit à un seul homme, Charles de Gonzague, un prince architecte. On le connaît aussi sous le nom de duc de Nevers, ce personnage des romans de Cap et d'Épée. Il décide de fonder ici une cité idéale, une cité-État. Charleville est une principauté indépendante. Il est libre de mener à bien son projet architectural. Et cela donne cette place magnifique. On sent vraiment une belle harmonie sur cette place. Ah, ici, on est au cœur de l'architecture classique, où on a respecté véritablement les harmonies, les proportions, les règles de construction. Et donc, on a une clé de compréhension pour cette place. C'est un quadrilatère, on a 4 côtés. Eh bien, c'est le chiffre 4 qui va véritablement marquer le rythme de cette place. 4 côtés, 4 dômes, 2 fois 2 pavillons de part et d'autre du dôme, 4 travées, 4 niveaux. On le retrouve partout. Et est-ce qu'il y a d'autres petites curiosités comme ça à savoir ? Oui, alors, évidemment, il suffit de s'y attarder, comme on le disait tout à l'heure. Quand on voit, par exemple, ce dôme, ici, eh bien, si tu regardes bien, il y a des petites niches. Et dans chaque petite niche, il y a la statue des saints. Chaque quartier avait le nom d'un saint. Ici, la Vierge, pour le quartier Notre-Dame. Et alors moi, quand je vois cette place, elle me fait quand même beaucoup penser à la place des Vosges à Paris. C'est normal. Les architectes sont frères. Clément Métézeau, l'architecte de la place Ducale, et le frère de Louis Métézeau, l'architecte de la place des Vosges à Paris. D'accord, tout s'explique alors. La place Ducale est l'une des plus grandes de France. Pour se rendre compte de ses dimensions hors normes, Carole propose à Marion de gravir les 150 marches qui mènent au sommet du beffroi qui la surplombe. Donc là, avec cette vue, on voit vraiment que la place, elle est située en plein cœur de la ville. Elle a été voulue en plein cœur de la ville, cette place. On est vraiment dans un forum à la romaine, avec toutes les fonctions qu'on peut avoir dans le forum. La fonction politique, la fonction judiciaire, la fonction religieuse est un petit peu derrière nous, et puis surtout la fonction économique. Et donc, toutes ces arches qu'on voit, c'est pour remplir cette fonction économique ? Exactement, pour donner de l'activité, de l'artisanat à cette place, de la vie. Donc, ce sont des échoppes, en fait. Et il y avait des lissiers, il y avait des relieurs, il y avait des verriers, tout un tas de commerces que Charles de Gonzague avait fait venir dans sa ville pour lui donner sa dimension économique et sa prospérité. Et c'est ce qui distingue complètement Charleville d'autres villes nouvelles du XVIIe, comme Richemont ou Richelieu. Et donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une ville qui soit vivante et dynamique. Vivante, dynamique et colorée. C'est ce qu'on voit parce qu'il faut imaginer cette place dont on aime les variations de couleurs avec la brique et la pierre aujourd'hui. Eh bien, la brique était peinte en rouge, les joints étaient repassés au blanc de plomb. On avait un très très fort contraste. Les fenêtres étaient couleur tannée et toutes les échoppes en bas, ici, avaient des volets verts. Ça devait être impressionnant. Éclatant. Violemment bombardée à la fin de la Première Guerre mondiale, la ville a été à moitié rasée. Heureusement, elle a pu être reconstruite à l'identique selon la vision de Charles de Gonzague. On a beaucoup parlé de Charles de Gonzague et de Charleville. Mais il y a une personnalité très importante aussi pour cette ville. C'est Arthur Rimbaud. Et il y a quelqu'un qui t'attend dans cette maison qui va t'en parler. C'est une grande spécialiste, elle s'appelle Lucille et elle t'attend. Eh ben, je vais y aller de suite. À très vite, merci. Au revoir.
C'est dans cette petite maison des bords de Meuse, aujourd'hui appelée Maison des Ailleurs, que le poète aux semelles de vent vécut pendant son adolescence. Marion y découvre un intérieur plutôt cossu, un décor surprenant pour ce prodige de la poésie qui a mis en vers des idées marginales et anti-bourgeoises toute sa courte vie. Viens, je vais te présenter la pièce la plus importante de la maison. On rentre ici dans la chambre d'Arthur Rimbaud, la chambre dans laquelle il écrivait, il dormait pendant quand sa famille vivait là. Donc il faut que tu imagines ici son lit, son bureau, ses étagères. Alors on n'a plus de meubles, parce que les meubles de la famille Rimbaud n'ont pas été conservés. Et alors quand est-ce que Rimbaud a vécu exactement ici? Donc la famille Rimbaud a vécu ici pendant 6 ans, de 1869 à 1875. Et c'est justement la période où Rimbaud commence à écrire, où on a ses poèmes les plus importants. Et c'est aussi la période où il fugue beaucoup, où il part en voyage. Mais c'est toujours dans cette pièce-là qu'il se réfugie quand il rentre à Charleville. Depuis sa fenêtre, il avait vu sur le jardin de l'immeuble et ça lui a peut-être donné ses envies d'ailleurs. Et surtout, c'était par cette cour qu'il rentrait dans sa maison. Il faut que tu imagines l'immeuble avec 3 appartements, un au rez-de-chaussée, un au premier, un au deuxième. Et l'entrée se fait par le petit escalier que tu vois là. Et vous avez gardé des manuscrits? On a 5 manuscrits de Rimbaud dans les collections. Si tu veux, je t'en montre quelques-uns. Ah oui, c'est le poème voyelle, je me souviens, je l'avais appris à l'école. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Mais je t'avoue que je comprends pas trop ce que ça signifie. T'es pas la seule à pas forcément comprendre. Il y a plein de chercheurs qui se sont penchés un peu sur sa signification. Est-ce qu'un jour quelqu'un trouvera la bonne? On ne saura sans doute jamais. La dernière, c'est que ça rappelle peut-être l'Apocalypse. Et je te présente ici une lettre de Rimbaud. C'est sans doute la lettre la plus importante qu'on a dans les collections. C'est une lettre qui a été écrite à son professeur, Georges Isambard, après une fugue et après être rentré à Charleville. Il met « Je suis rentré à Charleville, je meurs, je me décompose dans la platitude, dans la mauvaiseté, dans la grisaille ». Il n'avait pas l'air d'apprécier beaucoup Charleville. Il n'avait pas forcément une bonne image de Charleville parce qu'il avait envie de découvrir autre chose, il avait envie de voyager. En même temps, Charleville, ça a toujours été son port d'attache et dès qu'il avait des problèmes, il revenait voir sa famille à Charleville. Et aujourd'hui, Charleville lui rend hommage en permanence. Donc, Et puis Charleville a bien changé aussi. Pour ceux qui souhaitaient prendre la fuite comme le jeune poète, envoyer du courrier ou simplement commercer, l'impressionnant relais de poste situé juste à côté de Charleville était incontournable. C'est l'un des derniers témoins du transport hippomobile en France. Marion souhaite absolument le mettre en avant sur son blog. Elle sait qu'elle ne trouvera personne de plus enthousiaste et pointu sur le sujet que la guide conférencière Nathalie Picard. Bienvenue à l'Aunois. Dis donc, on se croirait vraiment à une autre époque ici. Tout à fait, tu as vu, il suffit de quelques chevaux et on est parti au 19e siècle. On rentre dans le relais et on va voir ce qui se passe avec les diligences. C'est parti. Depuis quelques années, l'Office du tourisme de l'Aunois-sur-Vence agrège une brigade de passionnés qui fait revivre le temps glorieux du relais de poste en costume d'époque. La plupart des attelages sont tirés par de robustes Ardennais, une race célèbre pour avoir notamment enduré la terrible campagne napoléonienne de Russie. Dis donc, c'est vraiment très impressionnant ici. Je pensais pas que c'était aussi grand. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons quelques chevaux, mais il faut imaginer au 19e siècle 60 à 80 chevaux sur le relais d'Aposte. Alors, il faut de la place. Et exactement, à quoi ça servait un relais de poste-chevaux? Alors, pour aller de Paris à Sedan, si tu vas à pied ou avec un cheval au pas, le même cheval qui ferait la totalité de la distance, il te faudrait 5 jours et demi. Comment peut-on faire pour réduire ce temps avant l'arrivée du chemin de fer? Eh bien, depuis très longtemps, on a imaginé changer le cheval. Tous les 28 km à peu près, on va avoir un relais plus ou moins important, plus ou moins grand, celui-ci quand même très imposant, où on va pouvoir changer d'attelage. Et pour changer de cheval, 5 minutes le jour, 15 minutes la nuit. C'est prévu dans un règlement. Et c'est aussi performant que les changements de pneumatiques sur un circuit de Formule 1. L'équipe est rodée, les palefreniers sont prêts, les chevaux prêts à partir déjà attelés. Donc tout le monde est prêt dans la cour à changer les chevaux. Et au grand galop, on repart au bout de 5 minutes, au bout de 15 minutes. Et de cette façon-là, on va mettre 2 jours et demi au lieu de 5 jours et demi qu'il faudrait un cheval au pas. Les trajets étaient parfois ralentis par les détrousseurs de diligence qui sévissaient dans la région. C'est pourquoi les factures de messagerie étaient toujours surmontées de l'expression « à la grâce de Dieu ». Au-dessus de la porte de Mézières, la tour du guetteur. Et ce poste, c'est un poste qui est très important? Peut-être pas très important, mais important, oui. Il est là pour annoncer l'arrivée des équipages, mais aussi surveiller les greniers. Parce qu'un départ de feu, ça mettrait à mal toute l'installation, il n'y aurait plus de fourrage pour les animaux. Mais le personnage le plus important, c'est sans aucun doute le postillon.
Et donc ce postillon, son rôle, c'était quoi précisément? Le postillon a deux fonctions. D'abord, il part avec l'attelage vers le relais suivant, sur le cheval porteur. C'est lui qui mène véritablement l'attelage. Et puis, une fois arrivé, l'attelage dételé, il va revenir pied levé, c'est-à-dire au pas, à son relais d'origine. Ça a l'air d'être un personnage qui est assez important. Est-ce qu'il avait des signes distinctifs? Tout à fait. Un joli costume rouge, plein de boutons, et puis surtout des grandes bottes qui le protégeaient, les bottes de 7 lieues. Et pourquoi 7 lieues? Et bien tout simplement parce que c'est la distance moyenne entre deux relais. Tout s'explique. Chaque bâtiment avait une fonction précise dans cette gare, où les équipages arrivaient généralement fourbus. Le plus important d'entre eux, c'était la halle. Waouh, c'est immense ce bâtiment. Attends, regarde. 15 mètres de haut, des poutres d'un seul tenant. Une grande halle. Et vu cette taille, je suppose qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans cette halle. Alors du monde, on ne sait pas, mais en tout cas des véhicules. Oui, bien sûr, les diligences qui font étape et on va entreposer ici, qui seront à l'abri, mais aussi tout le matériel agricole de la ferme, parce que c'est une ferme aussi. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme activité? Sans doute des gens qui sont là pour réparer, on ne sait pas. Donc finalement, le relais de poste, c'est quelque chose de très organisé. Tout à fait, très organisé, c'est ça. Lorsqu'ils faisaient halte ici, voyageurs, cochers et postillons avaient besoin d'une nourriture fortifiante qui tient bien au corps, comme la curieuse cacasse à cul nu. Un plat typiquement ardennais que Jérémy André s'apprête à concocter pour un banquet où l'on ne craint pas les calories. Donc Jérémy, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui compose principalement la cacasse à cul nu? Alors l'ingrédient principal, c'est des pommes de terre, de la farine et de l'eau. Et l'histoire de ce fameux plat? C'était pendant la pénurie de viande au moment de la guerre. Et donc du coup, nos grands-mères, pour faire croire un petit peu qu'on mangeait la viande, ils faisaient avec du saindoux, ils faisaient leur roux et ils plongeaient les pommes de terre dedans. Et ils laissaient cuire ça pendant des heures et des heures et des heures, avec des oignons ou pas, il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Et du coup, quand on mangeait les pommes de terre, ça nous donnait quand même un petit goût de viande, une petite sensation de viande. Bon, nous maintenant on met de la viande. Le roux à la cacasse, il faut toujours qu'il soit marron. Marron clair, mais marron. Et en plus, tous les Ardennais connaissent la cacasse. Si j'ai pas cette couleur-là, ça marchera pas. Et sinon, c'est pas de la cacasse? C'est pas de la cacasse. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ah bah écoute, je vais te laisser remuer pour pas que ça colle. Et puis moi, j'ai préparé la farine pour préparer le roux. D'accord. Une fois les lardons bien colorés, on prépare le roux en mélangeant la farine au beurre. Mais ne vous y trompez pas, les proportions de Jérémy sont destinées à un repas pentagruélique de 150 personnes. Donc là, on va mettre de l'eau dedans. Et on va continuer à mélanger. Et n'oubliez pas l'élément essentiel de ce plat rustique, les pommes de terre. Donc là, on a rajouté 2 saucisses fumées, parce que les Ardennais, on est gourmands. Et donc du coup, on va faire frémir ça au four, et puis après, on n'aura plus qu'à rajouter le roux avec les pommes de terre dessus. Bon, c'est prêt. Après 1h30 de cuisson, tu vas m'en dire des nouvelles. En tout cas, ça sent super bon. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Ça tient encore, c'est vraiment un plat assez exceptionnel. Grâce à son blog, Marion saura sans doute recruter de nouveaux adeptes de la cacasse. Ça, c'est un plat qui donne de la force. Hein. Et puis c'est excellent. Les Ardennais en raffolent. Si Marion voulait prendre des forces avant la prochaine étape ardennaise, c'est parce qu'il en faut beaucoup pour monter à l'assaut du château de Sedan. Avec ses 35 000 mètres carrés, c'est l'une des plus impressionnantes forteresses médiévales d'Europe. Marion souhaite revisiter celui qu'on surnomme le géant de Sedan avec la conservatrice Mélanie Lénoret. Je suis contente de te voir. Ça fait longtemps que j'ai pas visité ce château. La dernière fois, j'étais habillée en petit chevalier. Ah bah ça va te changer. Bah écoute, on va faire remonter tes souvenirs. Que de souvenirs et d'histoires derrière ces murs de plus de 7 mètres d'épaisseur. Dans cette région stratégique, le château de Sedan, où naquit le fameux maréchal de Turenne, a connu plus de drames que de contes de fées. Les armées prussiennes en firent le siège en 1870. Et pendant la Première Guerre mondiale, la citadelle servit de prison pour des milliers de résistants condamnés aux travaux forcés par l'armée allemande. Mais Marion veut d'abord remonter aux origines. Je t'emmène dans la partie la plus ancienne du château, là où tout a commencé. Ici, ce sont les ruines de l'église Saint-Martin des 11e et 13e siècles, qui en fait constituaient un prieuré bénédictin avec la tour qu'on appelle aujourd'hui le donjon. Et quand Évrard de la Marck a construit son château, il a englobé le prieuré. Donc le premier château, le château primitif, c'est la cour triangulaire qu'on a autour de nous. Peu à peu, les seigneurs de la principauté qui étaient alors Sedan doublent les courtines, créent des bastions et renforcent les murailles pour se protéger du roi de France.
En se promenant sur les remparts, on se rend bien compte de la dimension du château qui est vraiment très impressionnant. Bah oui, il est considéré comme le plus grand château fort d'Europe. Ce n'est pas pour rien, parce que les successeurs d'Evrard de la Marck ont constamment agrandi et renforcé le château pour l'adapter au progrès de l'artillerie. C'était fondamental pour garder une position éminente en termes militaires. Et ce qui est spécifique au château de Sedan, c'est qu'au lieu de détruire les étapes antérieures, on les a conservées. Ce qui fait du château fort de Sedan aujourd'hui un véritable catalogue de l'architecture militaire du 15e au 19e siècle. Donc c'était un vrai outil de défense. Exactement. Et quelles étaient ces techniques justement de défense? Je vais t'en montrer quelques-unes. Quand le château est rattaché à la France au XVIIe siècle, Vauban, le célèbre architecte militaire de Louis XIV, modifie peu cette citadelle dont il estime le système de défense suffisamment performant. Je vais te présenter le comité d'accueil du château fort. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Bah tiens, regarde. Tu sais ce que c'est? Pas du tout, tu m'expliques? Alors si je te dis que ça s'appelle un assommoir. C'est par là qu'on jetait l'huile bouillante? Alors non, l'huile bouillante, c'est un mythe. Ça coûtait beaucoup trop cher, on évitait de l'acheter. Alors à ton avis, qu'est-ce que ça pouvait être d'autre? Des pierres? Exactement, voilà. C'était une manière de se débarrasser des visiteurs indésirables. Simple et efficace. On entre? Oui. Dans les entrailles du géant, rien n'a été conçu au hasard, comme peut le constater Marion. C'est vraiment très étroit ici. Bah oui, comme tu peux le voir, tout est vraiment prévu pour compliquer la vie des assaillants et faciliter celle des défenseurs. D'ailleurs, tu vois, cet escalier, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ce n'est pas pour rien, parce que celui qui monte, qui assaille le château, il est gêné pour dégainer son épée et se battre du côté droit. Donc il est tenté de passer son épée à gauche, mais avec lequel il est moins habile, donc ça réduit son espérance de vie. Et donc du coup, l'expression passer l'arme à gauche, ça vient de là? Bah en tout cas, c'est une des explications possibles, ouais. D'accord. Et à mon avis, il fallait pas être très grand non plus. Ouais, tu as raison, c'est en fait un autre élément de défense passive. Quand on réussissait à repousser l'assaillant, il pouvait se cogner contre les contre-marches et s'assommer. Ah bah donc c'est super ingénieux. Tous ces stratagèmes fourniront de belles anecdotes pour nourrir le blog de Marion, à condition de ne pas se perdre dans ces kilomètres de couloirs. Oh, c'est un vrai dédale. Ouais. C'est vrai que c'est un véritable colosse de pierre, 7 étages, il y a vraiment de quoi s'y perdre. On se voit que t'es là. C'est assez mystérieux par ici. Oui, bah effectivement, je t'emmène dans la salle la plus basse du château pour te montrer le socle sur lequel le château a été construit. Tu vois, là, c'est vraiment la roche brute. C'est le promontoire rocheux sur lequel Évrard de la Marck a construit son château. On a creusé des douves tout autour, et les pierres qu'on a extraites à ce moment-là, on les a utilisées pour ériger les murs. Et du coup, ici, c'est de la pierre de Don. Bah oui, voilà, c'est la pierre locale. Alors on l'appelle pierre de Don parce que c'est la carrière la plus connue entre Sedan et Charleville, mais ici, c'est vraiment la pierre du site qui a été utilisée pour la construction du château et après de la ville. Et la salle, elle servait à quoi? Bah, c'était une casemate de tir, en fait. Je vais t'amener voir les ouvertures. Tu vois, les soldats se positionnaient ici pour pouvoir défendre la forteresse. Ah oui, on la voit là-bas. Oui. C'est assez épais, les murs. Hein. Bah oui, il fallait pouvoir résister aux boulets de canon. Ah, c'est vraiment très étroit au bout. Oui, c'est fait exprès pour que les soldats aient un petit peu plus de largeur de leur côté pour pouvoir manœuvrer, mais que l'ouverture soit étroite pour qu'ils ne puissent pas être atteints par les projectiles. Et comme ça, c'était vraiment bien protégé. Et voilà.